Bonjour Eric, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour faire un petit témoignage sur écoéthique. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, Éric Marois, chercheur à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, basé sur le campus de l'Université de Strasbourg, dans un institut qui s'appelle l'IBMC, Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Et je fais de la recherche sur les moustiques, vecteurs de maladies. D'accord, merci beaucoup. Alors, on vous a invité pour que vous nous parliez un petit peu de l'ingénierie génomique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, alors je sais que c'est difficile, mais ce que ça veut dire l'ingénierie génomique? Ça veut dire qu'en utilisant des outils comme des ciseaux moléculaires, comme notamment le système CRISPR-Cas9 qui a été découvert il y a quelques années, en 2012, on va intervenir sur le génome d'espèces qui nous intéressent et faire des modifications dont on pense qu'elles vont nous apporter un bénéfice. Alors, ces modifications, ça va avoir plusieurs champs d'application, en agriculture, en lutte contre les maladies transmises par les insectes vecteurs, en ce qui me concerne, ou en Mhm. médecine. Il y a énormément de champs d'application. D'accord, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la recherche que vous avez menée sur les moustiques? Oui, alors le but de notre laboratoire, c'est de comprendre l'immunité des insectes. Et donc, historiquement, on travaille surtout sur la mouche drosophile, mais l'équipe à laquelle j'appartiens s'est créée un peu après pour exploiter les connaissances issues de la compréhension du système immunitaire de la drosophile, pour comprendre comment le moustique répond aux pathogènes qu'il va transmettre à l'homme. Donc, on a découvert qu'il y a des moustiques qui sont résistants et d'autres qui sont sensibles et qui vont donc pouvoir transmettre la maladie. Et on essaye de décortiquer les mécanismes de la résistance ou de la sensibilité des moustiques à ces pathogènes qui peuvent nous rendre malades. Et l'idée, à terme, ce serait d'exploiter ces connaissances pour empêcher les moustiques de nous transmettre ces maladies. On a surtout travaillé sur le paludisme, et depuis quelques années, on se diversifie un peu avec un groupe qui travaille sur la dengue, le Zika et le chikungunya. Donc tous ces pathogènes sont transmis par différents moustiques. On a commencé avec l'anophèle, vecteur du paludisme, et maintenant on se diversifie avec les Aedes, comme le moustique tigre, vecteur de ces virus dont j'ai parlé. D'accord, d'accord, merci. Est-ce que vous pourriez du coup faire un lien avec des questions éthiques qui habitent vos recherches justement? Alors, avant de faire le lien, je dois préciser que mon rôle dans ce laboratoire, c'est de mettre au point des techniques d'ingénierie du génome du moustique, justement, pour voir comment la transgenèse, la mutagenèse, en utilisant des outils récents comme le système CRISPR-Cas9 ou plus anciens comme de la transgenèse basée sur les transposons, peuvent nous permettre de bloquer le développement des pathogènes dans le moustique ou peuvent nous permettre d'empêcher le moustique de transmettre ces pathogènes. Il y a aussi des approches de réduction des populations de moustiques. Donc on peut soit essayer de guérir les moustiques, soit essayer de réduire leur population en détruisant les moustiques. N'ayons pas peur des mots, c'est vraiment de la destruction d'espèces. D'accord. Et du coup, ça soulève évidemment des tas de questions éthiques. Euh, Si on modifie les moustiques, on peut être amené à mettre dans la nature des choses qui vont persister pendant potentiellement des millions d'années et ne jamais regretter les modifications qu'on aura faites. Donc il ne faut pas qu'un jour, la modification qu'on a faite s'avère avoir un effet secondaire imprévu et indésirable. Donc on essaye d'examiner les mécanismes biologiques sur lesquels on travaille sous toutes les coutures pour voir comment ça pourrait avoir un effet autre que celui qu'on recherche. Mais c'est quand même des choses préoccupantes, il faut l'admettre. Donc je parle de la modification génétique des moustiques pour empêcher le développement des pathogènes. Et l'autre approche qui consiste à détruire une espèce, ça soulève la question de l'impact sur l'écosystème. Euh, Mhm. alors, les médias caricaturent souvent nos recherches en disant ils veulent détruire le moustique, ils veulent éradiquer le moustique. Ça, évidemment, c'est pas possible. Il y a 3500 espèces de moustiques.
Néanmoins, il faut se poser la question pour chaque espèce, est-ce que cette espèce joue un rôle fondamental dans l'écosystème? Et là, il faut faire la distinction d'espèces autochtones qui ont tissé des liens dans les chaînes alimentaires de leur écosystème, comme l'anophèle en Afrique, et les espèces invasives, comme le moustique tigre, qui vont coloniser un nouvel écosystème dans lequel, a priori, elles n'avaient rien à faire. Donc là, il y a éventuellement moins de scrupules à essayer d'éradiquer une espèce invasive. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à éradiquer une espèce. Les nouvelles techniques d'édition du génome, avec le système CRISPR-Cas9 et une technique qui est basée sur CRISPR-Cas9 qui s'appelle le forçage génétique, pourrait peut-être nous permettre d'éradiquer une espèce. Mais on est loin d'en être sûr parce qu'il peut y avoir des sélections de moustiques résistants qui vont échapper au mécanisme. Mais disons qu'à terme, on pourrait être capable de porter un coup assez majeur à une espèce donnée. Et est-ce que cette intervention serait confinée géographiquement? C'est toute la question, parce qu'avec le forçage génétique, justement, on risque d'avoir, disons, comment dire, une expansion incontrôlable de l'intervention jusqu'à des régions dans lesquelles elle n'était pas forcément prévue. Et si, disons que si on faisait une intervention contre le paludisme à base de forçage génétique dans un pays d'Afrique ouvert à ces technologies, on n'est pas sûr que les moustiques n'aillent pas dans le pays voisin qui, lui, aurait décidé de ne pas permettre la transgénèse sur son sol. Donc ça, c'est une question éthico-géopolitique, on va dire. Il faudrait avoir l'accord de différentes parties prenantes au niveau international. Et ce genre de discussions internationales sont en train d'émerger et sont loin d'être terminées. Et ça va sûrement prendre des années avant qu'on puisse utiliser ces outils un peu qui permettent d'attaquer le problème de façon radicale. On ne veut pas être à la source de quelque chose qui va être regrettable peut-être même dans 100 ans ou 200 ans ou 300 ans. On ne veut pas être responsable d'une catastrophe. Donc, ce qui va être difficile, c'est de faire la balance bénéfice-risque et d'être certain que ce qu'on propose de faire va vraiment rendre service à l'humanité. Alors, les moustiques provoquent 750 000 morts par an. Et le paludisme, il y a encore 20 ans, provoquait entre 1 million ou 2 millions de morts par an. Ça a baissé grâce à la lutte contre les moustiques, justement, avec des moustiquaires et surtout les insecticides. Donc, il va tout falloir mettre dans la balance et comparer les méthodes génétiques actuelles qu'on propose avec ce qui se fait déjà, les méthodes de lutte antivectorielle qui se font déjà. Et dans cette balance, il y aura aussi les aspects négatifs des techniques actuelles, notamment l'utilisation des insecticides qui est loin d'être innocente. D'accord. Qui a de graves conséquences sur l'environnement et même sur la santé humaine. Donc, quand une nouvelle technologie apparaît, il faut bien la mettre au regard de ce qui existe déjà pour voir si elle apporte des nouveaux avantages et si elle permet de résoudre des inconvénients. Et en ce qui concerne le forçage génétique dont je parlais, je pense que c'est quelque chose de relativement écologique par rapport à l'usage des insecticides. Oui. Et quelles pourraient être du coup les conséquences négatives? Vous disiez les conséquences qu'on pourrait regretter pendant longtemps. Qu'est-ce qu'elles pourraient être ces conséquences-là sur cette application précisément au niveau des moustiques? Alors, une chose qui, moi, m'inquiète, c'est si on réussit tellement bien que pendant 10 ans, on n'a plus de paludisme ou presque plus, mais qu'au bout de 10 ans, la modification génétique perd de son efficacité et on a un rebond du paludisme. Entre-temps, les populations pourraient avoir perdu l'immunité de groupe qui permet d'être assez tolérante en Afrique à la maladie. Parce que la plupart des gens l'ont déjà eu plusieurs fois, ils ont développé une tolérance immunitaire qui leur permet de ne pas être trop malades. Et par exemple, si vous allez à Yaoundé, au Cameroun, 50% des gens autour de vous sont porteurs du parasite et ont l'air en très bonne santé. Alors que si vous n'avez jamais eu le paludisme et que vous l'attrapez là-bas, vous allez être très malade. Donc, cette immunité de groupe s'émoussera le jour où il n'y aura plus de paludisme. Et si jamais, malheureusement, le paludisme revient, les gens vont être fragilisés et il faut espérer qu'on n'aurait pas plus de morts suite à un rebond de l'épidémie. Donc il y a des calculs pour lesquels la modélisation peut nous aider, etc. Mais on n'a pas encore la réponse à ces questions. D'accord, d'accord.
C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a Il y a autre chose que vous une autre vouliez? question éthique qui Oui. peut être mise en avant, c'est où mettre les limites. Parce que là, je vous parle de régler le problème des moustiques, et il est assez facile de mettre tout le monde d'accord là-dessus. Tout le monde déteste les moustiques, même s'ils ont quand même un rôle à jouer dans l'écosystème, et ce sont quand même des créatures, d'un point de vue de l'évolution, assez merveilleuses. Euh, Est-ce qu'une fois qu'on aura réglé le problème du vecteur du paludisme, on voudra utiliser la même technologie pour éliminer une mouche qui nous embête, ou un ravageur des récoltes, des cultures? À un moment, ça pourrait devenir quelque chose de confort. Et ça, il faut vraiment mettre les limites à l'avance, décider collectivement de jusqu'où on peut modifier la nature, jusqu'où on peut l'adapter à l'homme, sans que ça devienne un luxe qui risque d'avoir des conséquences sur l'écosystème qu'on n'imagine même pas. Ah oui, d'accord. Donc en fait, entre guillemets, une petite manipulation génétique peut avoir des conséquences qui sont vraiment majeures. Alors quand je dis une petite manipulation génétique, euh, c'est en façon de parler, enfin comment dire, ça va être quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui, qui est accessible aujourd'hui, ça peut avoir vraiment des conséquences qui sont importantes en fait. Alors, à vrai dire, on l'ignore, mais c'est la question qu'il faut se poser. Mhm. Certes, quand on fait une petite modification dans le génome du moustique, c'est quelques bases dans un océan d'ADN. Et a priori, il est difficile d'imaginer des conséquences catastrophiques, mais il faut quand même bien faire l'inventaire de tout ce qui pourrait aller mal. Et bon, là, on est en train de mélanger un peu les interventions à but de modification d'espèces pour l'empêcher de nous transmettre un pathogène, et la modification de l'espèce pour la faire disparaître. Donc c'est deux choses déjà complètement différentes. Et la deuxième proposition est évidemment plus radicale que la première. Mais même dans le cas de la première, il faut être certain que voilà, les conséquences ne vont pas être plus dramatiques que le problème qu'on a déjà.